Je m'appelle Nadir El-Kazni, archéologue spécialisé dans les écritures sumériennes. Et l'on m'a confié un rôle étrange pour un lieu où aucun texte n'a jamais été gravé. Saturne nous attendait. Je n'avais jamais imaginé que l'on me choisirait pour une mission spatiale. Encore moins pour interpréter des vestiges supposés autour d'une planète faite d'anneaux et de vent. Pourtant, quand la sonde Hélice a renvoyé des images de structures régulières dans la forme de Cassini, on a murmuré le mot civilisation. On a aussi murmuré mon nom. Notre vaisseau s'appelait Apsu, comme l'océan primordial des poètes mésopotamiens. Capitaine Lina Morel à la navigation. June Park à l'ingénierie. Une IA nommée Nomos pour l'orientation, la maintenance et l'observation. Et moi pour lire ce qui ne devrait pas exister. Au départ de Kourou, le silence avait un poids, mais c'était un silence accordé, une corde tendue prête à vibrer. Le voyage fut une suite de rythmes longs, puis de coups de tambour soudains, quand Nomos annonçait des corrections de trajectoire. J'étudiais les images compressées du réseau de sondes, lignes brisées, arcs répétés, l'allure d'un alphabet qui aurait choisi la géométrie pour langue. J'ai bâti des hypothèses, puis je les ai détruites, comme on rase un mur avant d'ouvrir une fenêtre. Je cherchais des échos sumériens dans ces formes, pas par manie, mais parce que toute première rencontre demande une pierre de guet. On commence sur la rive que l'on connaît, puis on ose le saut. Quand Saturne parut, la vitre panoramique du pont s'emplit d'or pâle et de gris d'encre. Les anneaux ne figuraient plus sur les cartes d'école, ils brûlaient devant nous, vivants, presque sonores. Nomos modula sa voix pour ne pas couvrir le souffle de l'équipage. Anomalie confirmée dans l'anneau. A. Secteur synchrone au passage des ondes de densité, structure radialement équidistante. Lina fixa les coordonnées et me lança un regard où la curiosité brillait. On dirait des barrières ou des portiques, dit-elle. Je répondis que les portiques sont faits pour être franchis. June rit sans joie. Encore faut-il savoir qui invite qui. Nous avons libéré l'annexe, une navette avec une coque ajustée pour les micro-impacts. Je me suis arrimé à la console d'observation, main tremblante mais voix posée. Je décrivais ce que je voyais pour que mes mots s'imposent à la peur. Des arcs reposant sur des piliers de glace, renforcés par des veines métalliques. Aucune symétrie totale, plutôt une régularité vivante, comme les briques crues dures qui gardent la trace de la paume. Cela ne pouvait pas être un cristal naturel, ni un réseau de collisions répétées. Il y avait intention, patience, réparation. Nomos corrigea la trajectoire et la navette glissa entre deux voilages de particules, telle une barque sous des ponts de lumière. Au centre du secteur anormal, un anneau secondaire se révélait, discret, presque timide, un anneau dans l'anneau. Lina ralentit, June ferma des clapets. Nomos abaissa les alarmes. Nous dérivions vers une clairière dans la poussière, un œil calme. Au milieu, une forme comme une stèle, mais creusée. Une niche de nuit dans un jour pâle. Je sentis un mot affleurer, d'abord en sumérien, puis dans ma langue. Portail. Nous avons lancé un drone, léger comme un oiseau de papier. Il filma la niche, envoya des spectres. Pas d'énergie actuelle, mais des matériaux inconnus, alliage pauvre en défaut, surface polie au-delà du raisonnable. Je me surpris à poser mes doigts contre l'écran, comme on caresse un fragment d'argile gravé. Les Sumériens disaient que les dieux écrivent dans le ciel et la terre lit. Ici, la terre était un ruban de glace, et le ciel un océan d'anneaux. Qui écrivait? Et que voulait-il nous faire lire? Lina nous attacha en tandem et m'autorisa une sortie avec June. La première marche fut un moment de silence soudain. Le frottement régulier de nos micropropulseurs remplaça toute pensée superflue. Je flottais vers la stèle creuse. Dans ma visière, l'ombre laissait paraître des lignes qui n'étaient pas des lettres, mais des intervalles, des bandes creuses et des reliefs minces, comme des notations sans alphabet. Je rapprochai ma lampe, puis je compris. Ce n'était pas fait pour l'œil, c'était fait pour la main. Je collai ma paume gantée sur le premier intervalle. La surface vibra. Minuscule vibration, une rumeur discrète, puis une suite d'ondes qui remontèrent mon brasa. June s'effraya. Je l'entendis avaler sa question. Nomos nous demanda de décrire la sensation en temps réel. C'était une succession de longueurs et de pauses, une mesure, un tempo inscrit dans la matière, une musique qui n'avait pas besoin d'air pour exister.
Je me rappelais les tablettes qui comptent les jours, les grains, les parts, et qui pourtant chantent la patience des saisons. Je suivis le motif, paume puis doigt, puis paume à nouveau. Les ondes se synchronisèrent avec les oscillations de l'anneau. Lina le confirma sur le canal commune. La stèle s'ouvrit en dedans, pas brusquement, plutôt comme un fruit mûr que l'on effleure. Une clarté se déploya, douce, presque ambrée. Un couloir apparut, assez large pour nous accueillir sans effort. Nomos proposa un marquage des pas. Lina accepta. June posa un balisage lumineux derrière nous. Je ne sentais plus la peur, seulement une tension claire, une corde tirée vers un sens qui m'échappait encore. Le couloir descendait en spirale, s'enfonçant dans la matière de l'anneau. Les parois offraient des stries fines, aucune icône, aucun visage, seulement des rythmes. Ma lampe révélait parfois des éclats microscopiques, comme si quelqu'un avait jadis poli la surface avec obstination. Je pensais aux artisans de jadis, à leurs doigts tachés, à leurs champs bas pendant l'ouvrage. « Qui que vous soyez, murmurai-je, vous avez travaillé longtemps. » Lina répondit que le temps sur Saturne n'est pas le nôtre. June ajouta que l'absence d'oxydation trahissait un entretien régulier autrefois, puis un abandon net. Une maison fermée sans dispute. Juste la fin d'une saison. Au terme de la spirale, nous débouchâmes dans une chambre. Au centre, une dalle sombre. Au-dessus, un disque suspendu par des champs invisibles. Entre les deux, un espace fluide où de minuscules particules dansaient, guidées par un dessin que je ne devinais pas encore. Je posai ma main sur la dalle. La vibration revint, plus profonde, plus lente. Nomos nota un accord avec le rythme des ondes de gravité qui traversent l'anneau. Je compris alors que la dalle lisait le fleuve des forces et le traduisait en mesure. Un calendrier vivant. Le disque s'anima. Des lueurs parcoururent sa tranche. Des motifs affleurèrent. Je reconnus des cycles, pas ceux de la Terre, mais des cycles quand même, des retours, des croisements. C'était un livre sans lettres, un livre de gestes et de frottements, un livre d'anneaux. Je cherchais une adresse, une page de titre, le nom d'un auteur. Rien. Et pourtant, quelque chose ressemblant à une salutation s'imprimait dans la manière dont la lumière se diluait à notre approche. Le message se forma en 3 phases, je le compris en le parcourant à la main. Première phase, le récit d'une lente installation au sein des anneaux, une migration patiente qui avait fait des voiles de glace une maison. Deuxième phase, la description d'un art de vivre qui ajuste les rythmes du corps et de la pensée aux marées gravitationnelles. Troisième phase, une décision calme de partir quand les résonances deviennent dissonantes. Quand la maison et l'habitant ne s'accordent plus. Pas de catastrophe, pas de guerre. Seulement le respect d'une mesure commune. Ils avaient quitté Saturne comme on quitte un rivage trop familier pour laisser la mer se reposer. Je restais les mains posées longtemps. Lina ne me pressa pas. June observait les champs de confinement, fasciné par la perfection de leur sommeil. Nomos concluait que la stèle était un lecteur autant qu'un auteur, un traducteur de force en signes. Je demandai s'il restait une question inscrite pour nous. Le disque pulsa une dernière fois. Une variation minuscule, un battement de cœur discret inséré dans la trame. J'y lus une invitation, non à rester, mais à prendre la politesse des lieux. Je me dis que la politesse des lieux commence par le silence. Alors je me tus. Je laissai mes mains parler avec mesure, paume contre la dalle, doigts en concert avec les ondes qui traversaient l'anneau. Le disque modifia ses lueurs, un peu plus chaudes, un peu plus lentes. Lina souffla un accord discret. June surveilla la consommation des propulseurs d'attitude. Nomos indiqua que l'inertie locale était stable. Nous étions reçus. Le sol vibra comme un tambour très éloigné. Une seconde chambre s'ouvrit sur notre droite, non pas par une porte, mais par un amincissement de la matière, comme une plage où la mer se retire. Nous y dérivâmes avec douceur. La pièce était plus haute, presque une nef, traversée par des fils lumineux tendus d'une paroi à l'autre. Chaque fil se gorgeait de particules invisibles qui devenaient visibles à l'approche de nos lampes, puis disparaissaient, comme si nos regards attisaient une braise froide. Je sentis l'idée d'un instrument, non pour produire un son, mais pour accorder des durées. Je posai le dos de la main contre un fil. Il vibra,
puis transmit la vibration à ses voisins. Un motif se propagea. Une onde lente comme une marée. Je reconnus la logique du premier dispositif, mais enrichie, comme si la maison nous proposait maintenant une conversation à plusieurs voix. Lina fit signe de la tête, elle avait perçu la même chose. Nomos calcula des correspondances avec les cycles des lunes de Saturne, Mimas, Encélade, Thétis comme des compagnons de danse. Le motif atteignit une zone au fond de la nef où une surface convexe s'attendait, muette. Je compris que cette surface était un miroir qui ne renvoyait pas des images, mais des états. Je touchai à nouveau, et la surface s'alluma de strates concentriques. Leurs habitants avaient laissé plus qu'un récit, ils avaient laissé une grammaire. Ils nous apprenaient à dire « Je suis ici, je vous entends, j'attendrai ». Je répétais cette simple phrase avec la cadence que le lieu semblait préférer. Je la dis sans mots, en pulsations de main et de souffle, en rythme cardiaque volontairement apaisé. June murmura que mes signes étaient lisibles par les capteurs de la nef. Lina confirma un léger changement dans les fils, comme une inclinaison respectueuse. Alors le miroir donna quelque chose en retour. Une maquette des anneaux apparut, non en volume plein, mais en courbe de force, en arc tendre, en vallée de traction. Je vis des sillons où nous étions passés, mince trait de notre manœuvre récente. Je vis surtout des chemins possibles, des couloirs qui se fermaient si l'on forçait, et qui s'ouvraient si l'on attendait le moment exact. La maison dispensait un art de naviguer qui n'exigeait pas la conquête, seulement la patience. Lina en eut la chair de poule. On le devinait à sa voix plus claire. Si nous suivons ces fenêtres, dit-elle, la navette peut s'inscrire dans le balancier naturel. Nous consommerons presque rien. Et nous verrons d'autres stations dans l'anneau. Nomos valida les calculs avec une réserve habituelle. Risque minimal si, et seulement si nous laissons passer 3 cycles d'oscillation avant chaque translation. June sourit. C'est une musique logistique. Je répondis que c'était surtout une éthique, car elle nous forçait à nous accorder plutôt qu'à imposer. Nous avions le choix entre l'impatience et la nuance. Nous avons choisi la nuance. La nef s'éteignit sans s'effacer, comme un théâtre qui garde la scène prête. Nous sommes remontés vers la stèle d'entrée, puis vers la navette. Les micropropulseurs répondirent avec une docilité nouvelle, comme si le lieu avait calmé nos machines. Lina suivit les fenêtres conseillées. Entre chaque translation, nous attendions, immobiles en apparence, mais reliés aux oscillations qui nous traversaient. Ce temps de latence transformait la peur en écoute. Je notais mes impressions dans un carnet vocal, phrases courtes, lexique simple, comme on note des proverbes à un enfant. La première station que nous rejoignîmes était plus petite, un nœud dans la trame, à peine visible depuis l'extérieur. Un pli de matière. À l'intérieur, pas de nef, mais une alcôve où reposait une sphère creuse. Nomos détecta une cavité musicale, June parla d'un résonateur. Je posai les mains sur la sphère. Elle vibra en accords 7 fois répétés. Je compris qu'il s'agissait d'un test de constance. Tenir une intention sans la brusquer, ne pas courir, ne pas fléchir. Au 7e accord, la sphère s'ouvrit et révéla un cylindre de glace transparent. À l'intérieur, de minuscules inclusions formaient des chaînes, suspendues comme des phrases dans un air immobile. Je lus ces chaînes non comme des mots, mais comme des obligations légères. Ne pas arracher ce qui pousse lentement. Ne pas figer ce qui veut circuler. Ne pas confondre souvenir et possession. 3 règles simples, gravées dans la matière des anneaux. Nous avons scellé la sphère, puis attendu la prochaine fenêtre. Le second lieu se trouvait plus proche du bord d'une division, là où les forces se contredisent parfois. Un atelier, si l'on peut nommer ainsi une pièce sans outils visibles. Des surfaces en creux recevaient nos mains, nos avant-bras, nos épaules. Une cartographie du corps offerte à la mémoire. J'ai placé mes mains dans les creux, Lina a posé son épaule, June a laissé ses coudes épouser la matière. Le lieu résonna avec nos pulsations croisées. Un motif apparut, une trame à 3 voix, où chacun infléchissait le rythme commun sans l'écraser. Je compris que cette civilisation avait appris à moduler ses décisions par la composition de corps et de tempo, et non par simple vote, une polyphonie du consentement. Un signal discret, presque timide, se déclencha sur la fréquence de Nomos. Un relais lointain, enfoui plus bas dans l'anneau, avait reçu notre signature. Il demandait si nous acceptions d'apprendre la suite. Lina nous consulta,
Mais nul n'avait envie de refuser. Nous avons répondu oui, avec un temps d'accord avant le mot, pour respecter la grammaire reçue. Alors un troisième chemin s'alluma sur notre maquette, menant vers une région plus dense où les collisions sont fréquentes, si l'on ne sait pas écouter. Nous avons attendu les 3 cycles, puis nous avons glissé. Au milieu du trajet, un frisson parcourut le vaisseau. Des grumeaux de glace inattendus venaient croiser notre couloir. Lina corrigea à peine, respectant la fenêtre. Les grumeaux se séparèrent d'eux-mêmes, comme si une main invisible avait ménagé notre passage. June lâcha un rire nerveux. Je sentis la vieille tentation de triompher, puis je la laissai retomber. Ce n'était pas notre victoire, c'était notre docilité. Le 3e lieu était une salle de mémoire. Pas d'objets, pas de sphère, pas de fils. Seulement un air plus lourd, une inertie plus épaisse, comme un amour des choses qui ne partent pas. En posant la paume sur le sol, je vis des silhouettes en négatif, non pas des corps, mais des gestes résiduels, traces de façon de fermer. Portés ensemble, déposés ensemble, patientés ensemble. Le sol se mit à répondre à nos mouvements avec un retard léger, puis à s'accorder. Nous laissions notre propre geste dans ce sol, une empreinte éphémère destinée à se dissoudre. Un cadeau sans propriétaire. C'est là que la tension s'accroît. Nomos perçut un frémissement hors séquence. Une variation fine dans les ondes qui parcourent l'anneau. Quelque chose avait commencé ailleurs. Quelque chose qui ne venait pas de nous. Un autre lecteur, peut-être, ou un réveil tardif de la maison. Lina garda le cap, mais son souffle devint plus dense. June vérifia les soutes, les boucliers. Tout était en ordre. Je posai ma main sur le sol, demandant sans mots ce qui se passait. La réponse vint sous forme d'une lente dérive de phase. Un cœur battait plus vite dans une autre portion de l'anneau. Nous avions appris la politesse, nous allions devoir apprendre la prudence. Lina proposa de se replier vers la stèle d'origine. June préféra rester dans la salle de mémoire, estimant que la maison y réserverait un abri. Nomos calcula que la dérive allait croître, mais que le danger réel dépendait de notre manière d'y participer. Je pris la parole. Si nous courons, nous allons raisonner avec la peur et amplifier le phénomène. Si nous restons, nous risquons l'immobilité quand il faudrait un pas. La maison nous a montré des fenêtres. Il existe sans doute une fenêtre pour répondre à ce frémissement sans le nourrir. Nous avons demandé à la salle de mémoire un conseil. Nos 3 cadences se sont accordées, puis abaissées, comme l'on baisse la voix pour calmer un enfant. Le sol a répondu par une ouverture minuscule et a libéré un filament de glace qui s'est dressé comme une antenne. Sur ce filament, des cristaux se sont mis à croître en spirale, rapides, presque pressés, mais réguliers. Nomos a traduit le motif. Invitation à co-synchroniser, ni fuite, ni bravade. Je posai 2 doigts sur le filament, Lina posa l'index, June posa la paume. Nos mesures se superposèrent. La dérive lointaine ralentit, puis se plaça en vis-à-vis de la nôtre, comme 2 voix qui choisissent l'intervalle juste. Alors un 4e lieu s'alluma sur la maquette, plus bas encore, presque au bord du vide intérieur. Lina regarda l'horloge interne. Nous aurions le temps si nous respections les cycles. Je sentis une appréhension nette, non pas de la peur, mais le poids d'un choix qui engage. Descendre, c'était accepter de rencontrer la source du frémissement. Rester, c'était s'en remettre à la chance. Je pensais aux villes de briques crues, aux canaux, à la manière dont les anciens ajustaient la hauteur des routes après chaque crue. Ils n'attendaient pas l'ordre des dieux, ils écoutaient les signes que la terre leur donnait. Nous avons choisi de descendre. La fenêtre s'est ouverte devant nous, une pente douce dans l'océan des particules. À mesure que nous approchions, l'inertie devenait plus fluide, comme si l'espace avait la viscosité d'une huile légère. Nomos murmurait des valeurs de densité. Lina corrigeait d'un souffle. June contrôlait les champs. Je fixais la lueur froide qui grandissait, une structure enfouie telle une graine de nuit dans une chair pâle. Je sentais un message au bout de mes doigts avant même de toucher quoi que ce soit. La maison nous avait menés à sa cave la plus intime. La structure grandissait dans la brume des particules, noire et lisse, comme un monolithe retourné à son sommeil après des millénaires d'écoute. Nous stabilisions la navette à faible distance. Lina ajusta les propulseurs. John vérifia les champs de confinement. Nomos annonça un gradient de gravité artificiel, subtil mais indéniable. Quelque chose entretenait encore ici, un équilibre interne. Je posai la main sur la vitre.
C'était comme regarder la pupille d'un œil immense et tranquille. Le monolithe se mit à émettre une lumière pulsée. Pas un signal clair, plutôt une respiration. Lina ordonna un balayage passif. Nomos répondit que la fréquence s'alignait sur nos échanges précédents, comme si la maison nous reconnaissait. Je sentis un mélange de soulagement et d'inquiétude. Nous avions été invités plus loin, mais jusqu'où? Jun murmura qu'il n'avait jamais vu une structure maintenir autant de cohérence dans un champ aussi chaotique. Je répondis qu'une civilisation qui a su vivre dans les anneaux a dû comprendre l'art de l'accord plus que celui de la résistance. La paroi du monolithe s'ouvrit lentement. Pas de porte visible, juste une translation de matière. Une lumière bleutée diffuse emplissait l'ouverture. Lina prit une grande inspiration et dit simplement « Nous y allons ». Je répondis par un signe de tête. Nomos maintint la communication stable entre nous et la navette. Nous avons pénétré le seuil. L'intérieur ne ressemblait à rien de connu. Ni métal, ni pierre, ni glace. Une matière vivante sans être organique. Elle vibrait très légèrement, au rythme exact de nos cœurs. Je crus d'abord à une illusion. Jun confirma la mesure. La paroi traduisait nos pulsations en lumière. Chaque battement produisait une onde qui se perdait dans la profondeur du couloir. C'était un lieu qui écoutait. Nous avons avancé lentement, respectant la cadence. À mesure de notre progression, les parois prenaient la teinte de nos émotions. Quand l'appréhension montait, elles viraient au gris. Quand nous nous calmions, elles redevenaient d'un bleu clair apaisant. Je compris que la maison nous observait sans hostilité, mais avec attention. Elle lisait nos rythmes comme un médecin ancien lit la respiration d'un patient. Au bout du couloir, nous débouchâmes dans une salle circulaire. Au centre, une colonne de lumière flottait, vibrante, traversée d'ombres lentes. Je m'approchai, fasciné. Les ombres n'étaient pas aléatoires. Elles formaient des silhouettes, des gestes, des mains, des visages à peine esquissés, comme des mémoires d'une présence révolue. Je tendis la main vers la colonne. La lumière se divisa et me toucha à son tour. Une onde douce, tiède, remonta jusqu'à mon épaule. Une voix se forma, non par le son, mais par la pensée partagée. Pas un langage articulé, plutôt une succession d'intentions claires. Vous êtes arrivé au terme du cercle. Vous avez suivi la mesure et non la force. Alors nous pouvons parler. Je sentis une émotion étrange, un respect immédiat. Lina fit un pas en avant. Qui êtes-vous? La réponse fut lente, presque mélancolique. Nous avons été ceux qui apprennent à ne pas durer, ceux qui ont compris que la permanence est une dissonance. Je crus percevoir dans cette phrase la sagesse d'un peuple disparu volontairement. Il n'avait pas été détruit. Il s'était effacé pour préserver l'équilibre. Je demandai, pourquoi rester une trace? Pourquoi nous accueillir? La lumière se fit plus chaude, parce que le silence doit parfois être transmis, parce que tout ce qui écoute mérite de comprendre ce qu'il écoute, et parce que la mémoire n'est pas le contraire de l'oubli, mais sa forme apaisée. Jun s'approcha à son tour, la voix tremblante. Vous avez quitté Saturne. Où êtes-vous maintenant? La réponse fut à la fois claire et insaisissable. Nous sommes devenus la fréquence entre les mondes, l'énergie qui relie les anneaux, les lunes, et tout ce qui vibre dans le même souffle. Nous ne vivons plus, nous résonnons. Nous n'avons pas disparu, nous nous sommes dilués dans le temps qui écoute. Je regardais la colonne, fasciné par l'idée d'une civilisation qui choisit l'effacement comme aboutissement. Je compris soudain pourquoi leur technologie ressemblait à une musique, parce qu'elle était une prière rythmique adressée à la cohérence du cosmos, une gratitude sans objet, une offrande sans orgueil. Lina demanda doucement, « Et nous, que devons-nous faire ?» La lumière pulsa 3 fois. Apprenez la lenteur. Apprenez à ne pas mesurer les mondes par la conquête. Apprenez que l'attention est une forme d'habitation. Puis le calme revint. Je sentis que le moment de partir approchait. Le sol vibra à nouveau, mais cette fois d'une manière bienveillante. Comme un adieu discret, nous avons reculé vers le couloir. Les parois avaient repris la couleur de la première salle, d'un bleu pur presque liquide. Quand nous avons franchi le seuil, le monolithe s'est refermé derrière nous sans bruit. Lina regarda l'anneau autour de nous. Jun fit un signe à Nomos. La navette reprit sa position. Tout semblait identique à avant, et pourtant plus rien ne l'était. Pendant le retour, nous restâmes longtemps silencieux. Chacun réfléchissait
à ce que nous venions de vivre. Nomos, fidèle à sa logique, proposa une analyse. Les structures sont probablement des relais de communication gravitationnelle, ajustés sur les fréquences naturelles des anneaux. Mais même dans sa voix sans émotion, il y avait quelque chose d'apaisé, presque respectueux. June regardait les anneaux défiler. « C'est fou, dit-il doucement. Ils ont su faire de leur disparition une symphonie. » Je notais ces mots dans mon carnet. Je pensais à Ur, à Lagash, à ces cités dont il ne reste que des tessons et des empreintes de pas dans la boue durcie. Peut-être que chaque civilisation finit par devenir un rythme, une fréquence, une phrase murmurée dans la poussière, et peut-être que c'est très bien ainsi. Quand nous sommes rentrés sur l'Apsu, Lina ordonna un dernier passage dans la zone des portiques. Les structures brillaient à nouveau, mais d'une lumière plus douce, comme si la maison nous remerciait d'avoir compris. Je posai ma main sur la vitre et murmurai sans voix. « Merci pour la mesure. » Nous avons quitté l'orbite de Saturne dans un silence absolu. Les anneaux se sont éloignés lentement, pareil à des lignes de musique qui s'effacent sur un manuscrit terminé. Je n'ai pas ressenti de tristesse, seulement une gratitude calme, profonde, ancienne. Le sentiment d'avoir entendu quelque chose que l'on n'oublie plus jamais. Quelques mois plus tard, de retour sur Terre, je reçus une dernière transmission de Nomos, une vibration anormale détectée dans les données du dernier passage. J'ouvris le fichier. Une simple onde, répétée cette fois, la même mesure que la sphère du deuxième lieu, leur ultime signe, un salut de patience. Depuis, chaque fois que j'entends le vent dans les plaines, j'y perçois parfois le murmure de Saturne, et je me souviens de cette phrase venue d'un autre âge. La mémoire n'est pas le contraire de l'oubli, c'est sa forme apaisée,